Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'entrepreneur et essayiste Robin Rivaton. Oui, entre autres casquettes. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le directeur général de la société Stonal. On en dira un mot puisque c'est un lien avec notre sujet du jour. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la Fondapol qui fête ses 20 ans ces jours-ci. Bon anniversaire à la Fondapol. Vous êtes aussi éditorialiste tech pour l'hebdo L'Express. On va parler de l'intelligence artificielle avec vous ce matin, Robin. L'intelligence artificielle générative. Pourquoi ? Parce que demain, c'est le 2e anniversaire de ChatGPT qui arrivait sur le marché. On se souvient du buzz énorme autour de l'IA générative à ce moment-là. Ça allait tout changer avant, disait-on, de tous nous mettre au chômage. 2 ans plus tard, on commence à avoir un bon retour d'expérience sur l'IA générative. Vous revenez d'ailleurs d'un tour de France de l'IA avec le MEDEF Robin Rivaton et à chaque étape, ce sont des centaines de personnes qui sont venues à votre rencontre pour parler de l'IA, pour vous raconter l'IA, pour vous entendre aussi en parler. Qu'est-ce qui attirait tous ces gens autour de l'intelligence artificielle ? Alors, ce qui est très impressionnant avec cette technologie de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle a commencé par les consommateurs, par vous, nous tous, par les individus. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres d'OpenAI, ce fameux ChatGPT dont on parle toujours beaucoup, il y a 12 millions d'abonnés individuels payants et seulement 1 million d'abonnés entreprises. Donc on voit bien que c'est une révolution qui a commencé par les individus avant de rentrer dans les organisations d'entreprise. Aujourd'hui, les gens qui venaient, c'était essentiellement des chefs d'entreprise, et ils sont pris dans une injonction contradictoire parce que ils savent bien qu'ils ont besoin de mettre en place ces technologies, les gens craignent qu'elles aient un impact sur l'emploi, et en même temps ils voient bien que s'ils ne les mettent pas en place, c'est leur entreprise qui va disparaître parce que vous avez un concurrent qui va les utiliser, qui va être plus efficace, qui va être plus compétitif, et donc que ça a une menace à plus long terme sur l'emploi. Mais alors très concrètement, madame tout le monde qui nous écoute, là, qui a 40, 50 ans, parfois un peu plus, il se dit, bon, c'est mignon, ça sert à quoi, ChatGPT, concrètement, Robin Rivaton ? C'est un peu tout ce que tout le monde a essayé, c'était gratuit, donc beaucoup de gens ont essayé, et très vite, beaucoup de gens ont abandonné. Et c'est un peu ça le problème, et c'est ce à quoi on essaie de sensibiliser à travers ce Tour de France, c'est de dire qu'il faut persévérer, tout simplement parce que les progrès entre les premières versions de ChatGPT et ce qu'on a aujourd'hui sont des progrès fulgurants, exponentiels. Le deuxième point, c'est qu'il faut passer beaucoup de temps pour maîtriser la machine. Et c'est pas une question de prendre une leçon, d'avoir un cours magistral qui vous explique comment faire et après vous savez faire. C'est de l'expérimentation, c'est de l'avoir une Formule 1, faut un peu faire quelques tours de circuit avant de la maîtriser. Il faut jouer avec, il faut apprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre des cas d'usage. Et donc les gens ont beaucoup essayé des classiques cas d'usage assez simplistes, j'ai envie de dire. Fais mon devoir de mathématiques. Mon devoir de mathématiques pour les enfants, qui est vraiment le cas classique. Réécris-moi cet email, fais-moi un petit peu d'être juridique, pas juridique nécessairement, mais qui est enrobé de contenu juridique. Mais ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on peut expérimenter avec la voix. C'est extrêmement très intéressant de pouvoir parler à la machine. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, par exemple, pour se perfectionner en anglais ou en espagnol. C'est un très bon sparring partner, si Exactement. Et c'est vraiment ce mot, c'est donc ce partenaire, ce sparring partner, cette personne de la personnifier, cet objet, mais qui a les attraits d'une personne avec lequel vous pouvez dialoguer, échanger, essayer de construire votre réflexion. Vous avez un projet qui est un peu compliqué, comment le découper en petites tâches. Vous avez un problème auquel vous faites face, comment le découper et arriver à une solution qui est plus simple. Et surtout, vous avez quelque chose que vous voulez créer depuis longtemps et vous n'avez ni les compétences en informatique, vous n'avez ni les compétences en marketing. Vous savez pas créer un site internet. Parce que c'est compliqué, c'était pas évident. Mais c'est aujourd'hui ces outils-là, que ce soit ChatGPT, mais il y en a toute une ribambelle d'autres, vous permettent de faire des choses qui ne vous étaient pas possibles tout seul, vous, par le passé. Alors très intéressant, il y avait cette crainte de l'intelligence artificielle générative qu'elle ne serve surtout les meilleurs. Ils sont bons, et ils vont être encore meilleurs et ils vont prendre de la distance encore sur les plus en retard. Et vous constatez, Robin Rivaton, c'est le retour d'expérience qu'on a de l'intelligence artificielle, qu'en fait, ça permet aux moins bons d'élever leur niveau et de rattraper finalement un peu les autres. Tout à fait, c'est ce qu'on constate sur un certain nombre de professions. Je vais en citer une, les téléopérateurs dans les centres d'appel. Il a été montré que la diffusion de ces outils pour suggérer des réponses quand ils sont en interaction avec des clients permettait aux moins performants, aux moins expérimentés de se rapprocher de la performance moyenne du groupe. Et inversement, les très bons, ils n'en avaient pas vraiment besoin parce qu'ils avaient déjà cette intuition, cette capacité à pouvoir échanger avec le bon mot, la bonne phrase avec la personne en face d'eux. Donc on voit bien que ça a plutôt un effet effectivement d'égalisateur, ou en tout cas de capacité à remonter les moins performants, les moins expérimentés grâce à ces technologies. Donc c'est quelque chose qui est plutôt très positif. Vous n'avez pas de diplôme, vous ne saviez pas écrire, vous avez une moins bonne maîtrise de la langue, à l'oral comme à l'écrit, ces outils-là vous permettent de compenser, de gommer ces problèmes-là. Mais est-ce que vous ne croyez pas, malgré tout, Robin Rivaton, que l'intelligence artificielle,
elle va nous inciter à ne pas travailler les fondamentaux. On se dit, après tout, si la machine peut créer toute seule un site internet, à quoi bon apprendre à coder? Si la machine peut tout traduire, à quoi bon apprendre une langue étrangère? Est-ce que le risque n'est pas là d'une baisse finalement des compétences? Non, le risque est vraiment... Il y a un risque de déresponsabilisation et de se dire ce contenu va être bon alors qu'en fait il y aura des erreurs à l'intérieur et qu'il faut encore vérifier le contenu qui est produit par cette machine. Mais c'est vraiment l'expérimentation et vous allez faire un site, ça ne va pas marcher, vous allez essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas marcher, vous allez revoir dans ce que la machine a produit et c'est comme ça qu'on se perfectionne et qu'on s'améliore. Quand je disais que c'est vraiment un exercice de la pratique, aujourd'hui des gens qui peuvent paraître moins diplômés mais qui ont beaucoup expérimenté avec ces outils sont bien meilleurs que ceux qui peuvent être très compétents de base mais qui n'ont pas assez expérimenté. C'est vraiment, il faut y passer du temps dessus. Alors, il y a aussi une crainte, et ça depuis toujours, le risque d'une grande mise au chômage par l'intelligence artificielle qui viendrait piquer les métiers de tout un tas de gens. On reçoit dans 1 heure sur Europe 1 Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail. Elle est confrontée aujourd'hui à une remontée des plans sociaux. Ça n'est pas directement lié à l'intelligence artificielle, mais demain, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'entrepreneur? On surexagère depuis toujours l'impact de la technologie sur l'emploi. Aujourd'hui, depuis 1980, on a ajouté 4 millions de personnes dans la population active alors qu'on a déployé les ordinateurs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a la possibilité de préserver même l'emploi grâce à ces technologies. Je m'explique. De préserver l'emploi. De préserver l'emploi, voire même d'en faire revenir en France. Dans les années passées, on a délocalisé beaucoup d'emplois à l'étranger. Je parlais des téléopérateurs dans les centres téléphoniques. Je parlais des petites tâches qu'on fait faire aujourd'hui dans certains pays à moindre coût parce que faire de la saisie informatique, ça coûte très cher à faire en France. Et bien ces tâches-là, on peut les ramener en France grâce à ces outils. Et je vais finir par le mot du patron de Nvidia qui disait la crainte, c'est pas tellement que la machine ou l'intelligence artificielle générative remplace votre job, c'est qu'une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle générative remplace la vôtre. Et c'est bien ça qu'on doit passer comme message aujourd'hui, c'est que ces technologies-là permettent à nos entreprises d'être compétitives et si elles sont compétitives, elles vont résister face aux entreprises chinoises, indiennes, américaines, qui, elles, utilisent sans aucun complexe, sans aucun problème ces technologies. Bon, j'ai une dernière question, Romary Baton. On est tous inquiets de la pente du pays. Je vous cite il y a 2 jours sur X, et j'ai trouvé votre message très fort. Vous dites, on trouve des solutions de bout de ficelle, on dégrade la qualité des services publics, le niveau de vie plonge, les talents fuient, les entreprises mettent le pied sur le frein, le pays s'enfonce doucement. Paris, métropole mondiale, maintient pour l'élite l'illusion que ça va. Est-ce que vous pensez que l'IA peut sauver la France, Romary Baton ? L'IA ne sauvera pas la France dans le sens où aujourd'hui cette technologie est utilisée par tous les pays dans le monde. Donc c'est plutôt l'inverse qu'il faut avoir comme position et de se dire nous ne pouvons pas ne pas l'utiliser. Si nous ratons ce virage-là, quelque part, on va accélérer le déclin que vous décriviez. Bon, voilà, j'ai cité ChatGPT, mais c'est une marque. Il y en a d'autres. On peut les citer Copilot, Gemini, Grok. À vous de les essayer maintenant, auditeur d'Europe 1. Claude, voilà, j'espère que Romary Baton vous aura peut-être donné l'envie de tester, de parler avec une intelligence artificielle générative. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci Romary Baton, qu'on lit toutes les semaines d'ailleurs dans les colonnes de l'Express. Bonne journée à vous.